Nous sommes un centre de rééducation et réadaptation, donc forcément notre mission est de faire le lien entre l'hospitalisation et le retour à domicile jusqu'à la réadaptation et la réinsertion sociale. La clinique a des spécialités différentes. Elle a des spécialités en cardiologie, en oncologie et en orthopédie, bientôt pneumologie également. L'hôpital de jour cardiologie existe depuis quelques années et on a mis en place cette année un hôpital de jour dédié à l'oncologie. C'est un hôpital de jour qui est unique sur la région et une offre de soins qui vient compléter un peu ce qui se fait sur la région bordelaise. Vous faites une réunion d'équipe pour faire le point sur les patients? Nous avons des contacts avec nos adresseurs, donc avec l'hôpital, qui nous envoient les dossiers, mais nous avons aussi des contacts téléphoniques. Et bien évidemment, nous tenons nos adresseurs au courant de l'évolution de leurs patients. Donc nous avons tout le temps des relations avant, pendant et après le séjour du patient chez nous. On les connaît plutôt bien, nos adresseurs. On est allé les voir à l'hôpital pour leur présenter le parcours. Ils sont venus visiter les locaux pour se rendre compte de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire, de comment on accueille les patients. Et du coup, on a une relation assez personnalisée. Ils m'appellent, ils m'envoient un mail et moi, je leur donne des nouvelles souvent de leurs patients par mail également. Il y a ce lien entre le corps médical qui nous entoure ici et l'oncologue qui me suit à l'hôpital. La communication entre les deux est importante. C'est très important dans le parcours du patient, dans la fluidité du parcours du patient. Et c'est important aussi pour que nos adresseurs sachent ce qu'on fait et comprennent ce qu'on fait. On a un gros projet sur l'établissement de préhabilitation, c'est-à-dire de préparer les patients à une intervention ou à un traitement assez lourd de chimiothérapie. Donc c'est une prise en charge à la fois nutritionnelle, psychologique et de rééducation physique. Aujourd'hui, quand vous parlez d'hôpital de jour en oncologie, les gens voient une chimiothérapie, par exemple, parce que c'est ce qui se fait dans les hôpitaux. Mais nous, c'est pas du tout la même sémantique, en fait. Donc c'est important qu'on communique auprès de nos prescripteurs pour leur dire ce qu'on fait et qu'eux nous expriment leurs besoins également pour qu'on apporte le bon soin aux patients au bon moment. Et plus on a des adresseurs qui savent ce qu'on fait, et plus ils nous adressent des patients pour lesquels on peut être performant et efficace. Donc on va parler un peu de santé maintenant. Je vais appeler autour de la table le professeur Dominique Jobert, qui est président de la Ligue contre le cancer Gironde, oncologue de métier. Nelly Munier, qui est cadre coordinatrice des plateaux techniques à la clinique des Hauts-de-Senon. Voilà, on va parler cancérologie au sein du territoire. Donc, professeur, vous êtes le président de la Ligue contre le cancer Gironde. Il y a des missions principales, prévenir, chercher, accompagner la recherche, accompagner les patients, et puis communiquer aussi autour du cancer. Et voilà. Donc, 4 missions principales. Aujourd'hui, on va, vous concernant, plutôt s'attacher à un aspect qu'on ne traite pas toujours, c'est notamment la vie professionnelle et le cancer, voilà, qui me semble important parce que vous êtes justement un acteur important dans le retour à l'emploi ou le maintien à l'emploi des personnes malades. Et puis avec Nelly, on parlera de l'accompagnement des soins de support. Alors peut-être, en tant que médecin, pouvez-vous nous rappeler les principaux traitements contre le cancer et les répercussions qu'ils peuvent avoir justement sur la vie du patient, sociale, professionnelle aussi, voilà, familiale. Je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Diagnostic de cancer, c'est toujours un bouleversement complet. Et ce bouleversement, il va concerner tous ces aspects, la vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle, et il va falloir s'occuper de tout ça. Alors, s'occuper de tout ça, ça veut dire prendre en compte, d'une part, toutes les contraintes qui vont arriver, des contraintes d'emploi du temps, parce que les traitements sont rythmés. Donc, on sait qu'en gros, un diagnostic de cancer, ça veut dire une incapacité partielle ou totale de travail pendant 6 mois environ, dans les cas plutôt favorables et plus courants.
Et il va falloir donc s'occuper d'essayer d'aider les personnes à rythmer cet emploi du temps et s'en occuper peut-être dès le début. Parce que si on envisage après ce dont vous venez de parler, le retour à la vie professionnelle, on s'aperçoit que si on ne l'a pas pris en compte, toutes ces composantes dès le début, ça sera beaucoup plus difficile de réussir le maintien et le retour à l'emploi ensuite. Alors les traitements, très rapidement, vous savez, c'est chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, bien sûr, hormonothérapie, et ces différents traitements. Maintenant, immunothérapie, qui est un gros progrès et qui apporte également beaucoup dans un certain nombre de cancers. Et donc, ces différents traitements vont s'articuler dans des protocoles selon les besoins, avec leurs propres effets secondaires. Et dans ce qu'il faut prendre en compte également pour les patients, c'est de gérer tous ces effets secondaires. Donc, le but final de tout ça, c'est d'essayer, lorsque les patients ont été pris en charge par une équipe de soins, quelquefois également pris en charge par une équipe de soins de suite et de réadaptation, d'intégrer tout ça dans un programme complet qui prendra en compte la fatigue, les effets secondaires des traitements, l'activité physique, le côté socio-esthétique, la restauration de l'image corporelle qui est également très important, tous les soucis personnels qu'il peut y avoir, financiers, juridiques, qui peuvent intervenir, et bien entendu ensuite tout ce qui peut gêner le retour à l'emploi, à la vie professionnelle. Merci beaucoup. Je me retourne donc vers Nelly Munier, cadre coordinatrice des plateaux techniques à la clinique des Hauts-de-Senon, qui a ouvert un hôpital de jour dédié aux soins de support oncologique en fin d'année 2021. Et elle demande le micro, elle a raison. Est-ce que vous pouvez justement, Nelly, nous dire comment justement vous arrivez à maintenir le patient dans sa vie sociale avec un accompagnement donc à la journée sur des périodes plus ou moins longues? Alors, juste pour préciser que les soins d'oncologie de support concernent une approche globale et non médicamenteuse des patients. Donc, bien évidemment, nous ne faisons pas du tout de chimiothérapie. Par contre, comme vous avez vu dans le film, l'idée, c'est d'accompagner le patient pendant le parcours de soins spécifiques, avant, en le préparant à un traitement de chimio lourde ou entre la chimio et la chirurgie pour qu'il puisse être en forme pour pouvoir supporter la chirurgie, pendant donc, ce parcours, et puis après, quand il y a de l'hormonothérapie. Et ce que l'on va viser, c'est essentiellement gérer la douleur, gérer la fatigue, gérer le reconditionnement physique et l'accompagnement psychosocial qui est autour et qui nécessite une grande attention de notre part. C'est aussi prendre en compte les difficultés de la famille, les difficultés parfois des enfants. Alors on ne parle pas des dents parce que nos patients sont jeunes et ont souvent des enfants jeunes et des conjoints jeunes, mais ils sont très impactés par cette maladie, par l'annonce. Ouais, je crois justement, Nelly, que vous avez initié il y a peu de temps, quelques semaines, une journée des enfants. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que nos patients jeunes avaient des enfants qui étaient tétanisés à l'entrée de notre hospitalisation de jour, parce qu'ils ont peur de venir, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, et puis parce que dans les services de soins, ce n'est pas notre vocation d'accueillir des enfants. Et donc, du coup, on a organisé une journée parents-enfants, et on a accueilli des enfants de 2 à 19 ans. Et on a essayé de transformer toutes nos activités en activités ludiques pour qu'ils puissent y participer. Donc, on a fait monter les enfants sur les tapis de marche, sur les vélos. On leur a proposé de faire un défi entre les parents et les enfants. Voilà, on a fait une initiation à la relaxation pour les petits, puisque c'est quelque chose que l'on fait avec nos patients, puisqu'on fait un accompagnement au lâcher-prise en proposant des séances de relaxation, de sophrologie, de yoga, de méditation. On varie les techniques pour que ça soit possible. Donc, on a fait une séance de relaxation pour les petits, une séance de sophrologie pour les grands. On a fait un atelier goût et dégoût où les enfants ont pu faire goûter des choses horribles à leurs parents les yeux bandés. Donc, ça, c'était bien. Et ça a eu un effet radical. Dès le lendemain, on avait des enfants qui étaient à la porte parce qu'ils ne rentrent pas dans le service. Mais au moins, ils étaient souriants, ils nous faisaient des grands bonjours. Et on a eu une jeune fille qui était... une jeune fille déjà adolescente qui avait une phobie de l'hôpital suite aux hospitalisations de sa maman et qui du coup a dit là je veux bien venir, là ça va, là je suis contente de voir.
On a une autre personne qui a dit moi, je veux faire de la relaxation aussi, comme ma mère, je veux faire de la relaxation. Donc, on voit qu'on peut accompagner les familles dans notre structure en hospitalisation de jour parce que le lien avec la famille n'est pas rompu. Merci Nelly. Mais qui dit cancérologie, dit traitement justement avec des patients fatigués, fatigables, sûrement de l'absentéisme, en tout cas dans les séances planifiées. Comment justement aujourd'hui vous prenez en compte l'absentéisme des patients, le fait que certains matins physiquement on ne puisse pas venir, et quelles sont les réponses qu'on peut apporter aussi demain à tout ça? C'est sûr que comparé à un hôpital de jour classique de soins de suite et de réadaptation, en général, vous avez un programme, vous venez, vous avez des séances qui sont prescrites et vous devez vous tenir au programme. Et puis, si vous êtes absent pendant 3 fois, on vous sort du planning. Nous, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va d'abord accepter cet absentéisme et puis adapter l'intensité des activités qu'on va faire. Mais on a essayé de mettre en place, on est en train de mettre en place une IHDJ, c'est-à-dire une plateforme où on peut avoir du lien avec les patients quand ils ne peuvent pas venir chez nous à cause de leur fatigue. Donc l'idée, c'est de pouvoir quand même les contacter, qui participent à certains ateliers, comme l'atelier nutrition, où on va par exemple proposer à tous les patients qui ne sont pas sur site de se connecter, et on va aller voir vraiment dans le frigo des gens ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a chacun dans son frigo. Ça peut être une séance avec la psychologue, ça peut être une séance de relaxation, ça peut être une séance d'activité physique, mais à distance. Ce qui nous permet de maintenir le lien. Et cette plateforme de IHDJ, elle peut être aussi utilisée à la fin de la prise en charge, quand le patient a un peu de difficulté à se détacher. Alors, il y a des relais, puisqu'on va plutôt orienter vers la ligue, parce que le présentiel, c'est toujours mieux que le distanciel. Rester chez soi, ce n'est pas la solution. Mais cet outil nous permet de maintenir un lien et d'assurer un suivi. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de redonner la parole au professeur Jobert, mais je vous prêterai mon micro. L'image de soi est importante. Les traitements sont dégradants, parfois physiquement. Et on verra que ça a une incidence aussi sur le retour à la vie professionnelle. Vous avez aussi, je crois, développé un atelier là, assez intéressant autour de la photo. Vous pourriez juste nous en parler avant qu'on passe la parole au professeur? Alors, on a une socio-esthéticienne qui intervient, on a une psychomotricienne aussi qui intervient sur l'image du corps, et on a développé un atelier qui est tout nouveau de psychophoto. En fait, c'est une psychologue qui vient, qui fait des entretiens avec les patients, donc des entretiens psychothérapeutiques, mais elle est par ailleurs photographe. Et l'idée est que le patient puisse accepte de se laisser photographier. Alors, il ne s'agit pas que la photographe trouve quelque chose de beau chez la personne, il s'agit que la personne se trouve belle dans la photo. Donc c'est un mouvement un petit peu inverse. Et c'est important parce qu'il faut pouvoir affronter son image, et puis se greffe aussi le problème de laisser une trace quand on sait qu'on est peut-être en fin de vie, et de laisser une belle image de soi, c'est important. Merci beaucoup Nelly. Dominique Jobert, maintenant donc, on peut s'attacher aux questions que va se poser la personne malade à l'issue de ces traitements, quand tout va bien. Quelles sont les aides très concrètes proposées par la Ligue, et puis enfin, dans un deuxième temps, la Gironde, à l'image de la Nouvelle-Aquitaine, est un territoire multiple, très varié, entre la métropole bordelaise et des territoires dont on a parlé, le Médoc par exemple, avec beaucoup de fragilité aussi. Quels sont éventuellement les freins justement que vous pouvez rencontrer sur l'ensemble du territoire girondin? Alors, avant de parler plus spécifiquement de la trajectoire professionnelle et du retour à l'emploi, je voulais vous dire un peu comment se passe le contact de la Ligue avec les personnes qui ont besoin de soins, ce qu'on appelle globalement les soins oncologiques de support.
Les soins oncologiques de support, ça comprend tout ce qui permet le retour à une vie la plus normale possible, et donc ça comprend l'activité physique adaptée pour lutter contre la fatigue, ça comprend les ateliers du goût pour la nutrition, ça comprend la socio-esthétique, ça comprend le soutien psychologique, des consultations douleurs, et on en parlait tout à l'heure également, quelques consultations plus spécifiques pour le retour à l'emploi. Alors, d'abord, on a aussi fait du distanciel, on a été obligé de le faire pendant le Covid, et on s'est aperçu qu'un certain nombre de ces activités pouvaient se faire par visio, et donc on a maintenu, lorsqu'on a été obligé brièvement de fermer notre espace ligue, on a maintenu l'activité physique adaptée, le soutien psychologique et d'autres activités qu'on pouvait faire en visioconférence. La deuxième chose, c'est que pour désenclaver le territoire, on a quand même également un dispositif qui s'appelle DomiLigue, et où les personnes qui habitent trop loin pour venir à Bordeaux faire les soins oncologiques de support peuvent les faire à domicile. On a des réseaux de professionnels qui sont répartis sur l'ensemble de la Gironde et qui peuvent assurer un certain nombre des soins en question, activités physiques adaptées, socio-esthétiques, socio-coiffure, soutien psychologique, réflexologie plantaire, tout ça à domicile. Donc, quand une personne arrive à la Ligue, elle pousse la porte de l'espace Ligue, où je vous invite également à venir pousser la porte si vous voulez, qui se trouve barrière de Toulouse. Vous pouvez également avoir tous les renseignements sur ce qu'on fait à la Ligue pour pas alourdir la journée sur le site de la Ligue contre le cancer. Et puis, quand une personne arrive à la Ligue, elle est mise en contact, elle est accueillie, elle est mise en contact avec la personne qui s'occupe de ce qu'on appelle l'APMP, c'est-à-dire l'aide aux personnes malades et à leurs proches. Avant, ça s'appelait l'APPM, l'aide pour les personnes malades, mais on a rajouté les proches parce que, vous le disiez tout à l'heure, c'est très important. Et cette personne qui est chez nous chargée de l'accueil des patients évalue leurs besoins et leur attribue un certain nombre d'activités en fonction de leurs besoins principaux. Donc en gros, il y a 3 activités qui sont données à chacun, et ces activités complémentaires, une par exemple en socio-esthétique, une autre en activité physique adaptée et une autre en soutien psychologique par exemple. Après ça peut être relaxation, ça peut être les ateliers du goût, voilà. Donc c'est de façon à essayer de coller le mieux possible aux besoins, et ensuite la personne vient à son rythme pour recevoir tous ces soins oncologiques de support. Voilà. Tout ça pour dire que quand la personne est prise en charge tôt, après avoir quitté les établissements de soins ou de soins de suite et de réadaptation, si elle est prise en charge tôt, même quelquefois au début de son traitement, pour gérer les effets secondaires des traitements, elle va pouvoir s'intégrer beaucoup mieux dans ce parcours qui va lui permettre de progresser vers un retour à la vie normale, et on va aboutir donc au retour à la vie professionnelle, puisque on sait que le cancer peut toucher des personnes qui sont encore en activité professionnelle, même si la majorité des cas de cancer surviennent après l'âge de la retraite, mais quand même, il y a environ un gros tiers des patients qui sont en activité professionnelle, et donc l'impact sur la vie professionnelle, il faut arriver à le contrer et à permettre aux gens de reprendre une vie professionnelle. Il y a 2 aspects des choses. Le premier aspect des choses, c'est l'aspect du patient. Est-ce que je vais être en état de reprendre mon travail, en état physique, en état psychologique? Est-ce que les préjudices esthétiques liés au cancer, comme par exemple l'amaigrissement ou la perte des cheveux, vont être gênants pour le retour dans mon milieu de travail? Est-ce que je vais être accepté par mon milieu de travail dont j'ai été absent pendant longtemps? Est-ce que l'entreprise est prête à m'accueillir en fonction de mes possibilités? Est-ce qu'on va avoir un poste adapté? Toutes ces questions, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Et c'est pour ça que on essaye d'avoir des contacts également avec les entreprises, parce qu'un chef d'entreprise n'est pas forcément préparé à gérer ce problème quand ça lui arrive. Il y en a qui ont des effectifs importants, et statistiquement ça va arriver régulièrement, mais sur des entreprises où il y a des petits effectifs, ça peut être un traumatisme important, non seulement pour la personne, mais également pour l'entreprise. Et on sait que 45% des équipes de travail disent que lorsqu'il y a un patient atteint de cancer qui est au sein de l'équipe, ça entraîne des perturbations importantes dans l'équipe, et ça nécessite quelquefois que l'entreprise mette à la place quelqu'un en intérim. La place est un peu prise quand on s'est interrompu pendant 6 mois, qu'on n'a pas été revu par ses collègues de travail pendant 6 mois. Quelquefois, il y a 2 façons de voir les choses. Ou bien on est très bien accueilli parce qu'il y a de l'empathie, et c'est souvent le cas. Mais ou bien on dit, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire?
on pensait que c'était fini et que c'était pas la peine qu'ils reviennent. Donc voilà, c'est un peu toutes ces attitudes-là qu'il faut arriver à expliquer de façon à ce que les choses se passent le mieux possible. Et c'est pour ça qu'on a, nous, mis en place quelque chose qui s'appelle Ma trajectoire professionnelle, qui est un module qui a été financé par la CARSAT et qui comprend, je veux dire, c'est une trajectoire, un parcours qui comprend 4 modules, et ces 4 modules sont le moyen de retourner progressivement aux différentes possibilités normales de travail. Ça porte sur l'activité physique adaptée, ça porte sur la confiance en soi, parce que quand on a perdu confiance en soi, c'est beaucoup plus difficile de retourner au travail. Ça porte bien sûr sur la socio-esthétique, pour restaurer une image corporelle qui soit favorable et compatible avec le retour à une vie normale. Et ça porte aussi sur quelque chose qu'on a identifié il y a quelque temps et dont on ne s'imaginait pas que c'était aussi important. C'est important pour la confiance en soi, c'est important pour les capacités de travail. Ce sont les troubles cognitifs qui sont liés à la maladie et à son traitement. Alors on ne sait pas très bien si c'est le traumatisme de la maladie ou si c'est les effets secondaires du traitement sur le cerveau. Toujours est-il qu'il est clair que les capacités de concentration, les capacités de mémorisation sont beaucoup moins bonnes lorsqu'on termine le traitement d'un cancer. Et donc, quelquefois même pendant la fin du traitement, les patients peuvent participer à ce qu'on appelle des ateliers de remédiation cognitive qui sont assurés par un psychologue et qui sont, on appelle ça plus brièvement les ateliers mémoire. En fait, il y a une rééducation progressive des capacités mémorielles et cognitives qui permet aux gens d'être dans un état également psychologique qui restaure la confiance en soi. On parlait tout à l'heure de maillage de territoire et le fait qu'on soit tous les deux sur cette estrade, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Il s'agit de proposer aux patients à des temporalités différentes, des interventions qui ciblent effectivement les mêmes choses. On va pas inventer les troubles qui existent. Mais l'intérêt, c'est qu'à un moment donné, un patient peut avoir besoin d'une hospitalisation de jour avec des blouses blanches, avec ce que ça veut dire de rassurant pour eux, de contenant, etc. Et à un autre moment, ils vont détester les blouses blanches et ils vont aller plutôt du côté de la Ligue parce que ça va être une autre ouverture du côté du social, du côté de la réinsertion sociale. Et l'important, c'est de mailler justement cette prise en charge et que ce passage de l'un à l'autre se fasse de façon fluide. Là, on était en train de parler de... On a les flyers de la Ligue, on va certainement venir à la Ligue faire des choses comme ça parce que c'est important de ce maillage pour assurer la fluidité. Oui, c'est d'articuler tout ça exactement. C'est important pour nous que les gens aient des propositions qui soient faites en dehors du lieu de soins, parce que sans aller jusqu'à détester les blouses blanches, quelquefois le lieu de soins c'est lourd, il y a les rendez-vous de consultation, il y a tout un tas de choses qui font qu'on n'est pas complètement libre dans sa tête pour s'occuper de soi. Et l'articulation du lieu de soins spécifique cancer aux soins de suite et d'adaptation et à des associations comme la nôtre qui font une prise en charge que j'appellerais un peu plus proche du cocooning après, c'est important. Merci pour ce mot de la fin qui a introduit aussi les autres intervenants, pluralité des parcours finalement et pluralité des réponses qu'on y apporte à tout moment et sous des formes diverses. Merci beaucoup. Oui, je vous ai pas dit les chiffres quand même. L'activité de la Ligue, à l'espace Ligue, c'est 1200 personnes par an. Et en domicile, c'est 300 par an. Donc ça représente quand même une partie relativement importante des personnes atteintes de cancer. Merci beaucoup. Et avant d'appeler Virginie Glasio et Ronan Amouya, on va regarder un petit film sur la prise en charge proposée au CEPAC, qui est un nom barbare pour quelque chose de très innovant. La particularité de cet établissement, c'est d'être ancré dans le cœur de vie en fait, de la ville. Ça, c'est vraiment important. On est accessible par les transports en commun, on a la gare à côté, le tramway, les bus. Les personnes en hôpital de jour peuvent continuer leur vie sociale à l'extérieur et leur vie professionnelle.
Dans une démarche de soins en hôpital de jour, les médecins psychiatres vont prescrire des ateliers thérapeutiques. C'est très important de faire des ateliers innovants qui puissent traiter toutes les pathologies qu'on peut avoir en psychiatrie. Lorsque les vibrations commencent à se développer dans le corps, eh bien on vient dénouer. C'est comme si on faisait un massage, mais qui est encore plus fin et plus profond que si je le faisais avec mes doigts, puisque là, ce sont des vibrations, en fait. Ces activités sont proposées par des intervenants extérieurs qui peuvent animer seuls ou en cothérapie avec un infirmier ici de l'hôpital de jour. Avec ces nouvelles technologies du coup, qui sont arrivées sur le marché et qui peuvent être utilisées au-delà du divertissement, on permet aux patients de venir s'exposer à ce qui lui fait peur en réalité virtuelle. Donc on a une prise de risque qui est beaucoup moindre, puisque là, le thérapeute, lui, a la main en fait sur l'environnement. Ça permet aussi aux patients de se sentir plus en confiance et d'avancer aussi à son rythme. Notre première mission, entre guillemets, ça a été d'aller rencontrer, pas tous les partenaires, mais la plupart, en fait, tous ceux qui ont répondu à nos sollicitations. Partout où on est arrivé, les gens étaient très contents de savoir qu'il y avait un hôpital de jour qui s'installait, donc on a pu faire venir des équipes de Cadillac, par exemple, mais d'autres, les Lauriers, par exemple, qui a un SSR Addicto et Nutrition sur Lormont. On est allé chez eux, enfin, on s'est vraiment rencontrés, on a pu quand même nouer comme ça des premières relations qui aujourd'hui encore nous permettent de communiquer assez facilement avec ces personnes-là. On a une équipe soignante ici, ils ont tous un rôle à jouer, mais on a besoin d'intervenants extérieurs et d'autres corps de métier qui nous permettent d'avoir ce panel d'activités ici à proposer aux patients. Je suis très contente parce que dans le fait qu'on nous donne une consigne, déjà on se libère du stress ou des émotions qu'on a, et en plus de ça, ce que j'aime bien, c'est qu'on apprend plusieurs techniques. Pour moi, c'est mon activité préférée. Non, ça m'aide, ouais. Une chose qui est importante aussi de prendre en compte, c'est que une personne qu'on accompagne dans le soin en psychiatrie, on a besoin de connaître la personne dans sa globalité, dans son ensemble. Et quand on a dit ça, on ne peut pas se permettre d'oublier les aidants. L'aidant peut être amené à intervenir et d'être dans la continuité à l'extérieur de l'hôpital de jour. Et je terminerai par dire, adaptons-nous au maximum aux patients qu'on accueille, plutôt que de laisser le patient s'adapter à nous. Je vais commencer par vous, Virginie Glasiou. Donc vous êtes responsable au sein du CEPAC, donc Centre de psychiatrie ambulatoire de ce nom. Évidemment, on a 2 établissements de la rive droite qui sont présentés ici. Alors c'est une structure autonome, ouverte sur la ville. Vous allez nous expliquer un peu justement ce particularisme, et puis nous dire aussi quel type de patients vous accueillez au sein de la structure, et puis nous décrire ensuite comment précisément vous allez prendre en compte l'environnement du patient justement dans l'adaptation des prises en charge proposées. Bonjour à tous. Donc effectivement, c'est une structure ambulatoire située près de la gare de Senon, donc une structure qui est non adossée à une clinique, ça a une importance. Structure relativement petite équipe, nous ne portons pas la blouse, et ça c'est important pour la proximité avec le patient. On accueille majoritairement des patients donc patients adultes, donc des hommes et des femmes, souffrant particulièrement de troubles anxieux, de troubles dépressifs, de troubles de l'humeur, troubles de la personnalité, des addictions, des personnes addictes, voilà, toute addiction confondue, et également des personnes en épuisement professionnel. Ça, c'est une filière que nous souhaitons développer au maximum et qui existe en tout cas déjà. Je tiens à préciser que la prise en charge est personnalisée, individualisée. On a une file active à peu près de 150 patients aujourd'hui, ce qui veut dire à peu près 150 plannings différents, puisque chacun a des besoins et des attentes qui leur sont chères, en fonction de la vie professionnelle du patient, de sa vie sociale, familiale, associative, et aussi, comme je disais, de ses envies, de ses capacités, de ses possibilités. Et nous, on joue beaucoup là-dessus. Comme je dis à chaque fois, le planning n'est pas figé, rien n'est figé. On fait en sorte justement de s'adapter à toutes ces dimensions-là, qui sont du coup très importantes. Et en termes d'horaire, tout ce qui est justement filière stress pro, on l'a mis en place le soir. Alors je dis le soir, c'est 16h, 19h, mais pour permettre justement d'accueillir
des personnes encore en activité professionnelle. Voilà ce que je peux dire. Oui, merci beaucoup, parce que je crois que 15 à 20% de vos patients sont encore en activité. Voilà, hein, c'est ça. Ronan Amouillat, je me retourne vers vous. Vous êtes infirmier au sein du CEPAC. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement la diversité des accompagnements qui sont proposés, et puis pourquoi il y en a autant, et puis il y a peut-être des grandes familles qu'on arrive à retrouver au sein de ces accompagnements? Oui, alors c'est complètement ça. Je ne vais pas faire la liste de toutes les activités, parce que sinon ça va faire liste de courses et on en aura pour toute l'après-midi. Non, après, nous, on regroupe surtout dans des grandes familles en fait, d'activités, notamment tout ce qui est psychocorporel. On va avoir de la psychomotricité, on va avoir de la ludothèque, le sport et le yoga. On a aussi beaucoup d'activités qui sont axées sur l'artistique aussi. Donc peinture, mosaïque, musique, voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Et puis notamment aussi la filière diète, aussi, dont on n'a pas parlé encore. Puisqu'on reçoit aussi pas mal de patients aussi qui ont des troubles comportement alimentaires, donc ça peut être de l'anorexie, boulimie ou de l'obésité. Et donc ils sont accueillis donc, par une diététicienne extérieure, qui est intervenante extérieure, qui ne fait pas partie de l'équipe soignante, au même cadre que la neuropsychologue aussi qu'on peut avoir dans la structure. Merci beaucoup. Et peut-être, c'est vous le guide qu'on vous a vu à l'écran? Peut-être oui, c'est bien moi, le geek de l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous faites en réalité virtuelle? Alors, oui. Alors, en quelques mots, on travaille aussi beaucoup, ça ce que j'ai oublié de dire, on travaille aussi beaucoup avec des nouvelles thérapies aussi, notamment les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Et donc, dans une continuité un petit peu de ces thérapies-là, on a voulu aussi ajouter un petit peu de nouveaux outils finalement, qui répondent aussi à des besoins dans la société. Et donc, du coup, je me suis formé à la TERV, donc la thérapie d'exposition à la réalité virtuelle, puisque j'adore le numérique, j'adore les nouvelles technologies, et que je me rendais compte qu'il y avait en effet quelque chose à faire avec ça, et que ça portait ses résultats. Ouais. Merci à vous. Donc finalement, l'enjeu, c'est à un moment d'amener le patient à quitter les murs du CEPAC, même s'il y est très bien. Qu'est-ce qui va permettre de sécuriser la fin de l'accompagnement? À quel moment, effectivement, on peut estimer que le patient est prêt à retrouver une vie loin de vos murs, mais peut-être de manière temporaire? Disons que je crois que on ne sait jamais vraiment quand le patient est prêt, finalement, et c'est vrai qu'on ne peut jamais vraiment non plus sécuriser à 100% la sortie, en fait. Je crois qu'on est parti de ce principe-là, de se dire aussi qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus surprotéger le patient, et qu'il faut l'accompagner plutôt à accepter, à mieux vivre finalement les aléas de la vie qu'il va rencontrer après son hospitalisation de jour, plutôt que de lui dire que non, il n'y en aura pas et qu'on sera toujours là, etc. etc. Donc en fait, on prépare surtout les patients finalement à être acteurs de leur vie, à être acteurs dans une société, la société telle qu'elle est aujourd'hui, en accédant à ce qui est disponible directement au pied de l'immeuble, quoi, finalement. Donc c'est surtout comme ça qu'on les prépare. Et moi je rajoute, effectivement, on précise qu'il y a toujours une date d'entrée, il y a une date d'admission, et il n'y a aucune date de sortie. Voilà, il n'y a pas une durée de séjour sur l'hôpital de ce nom. Il y a des patients qui vont rester peut-être sur, comme je disais, 10 séances sur l'épuisement professionnel, donc ça veut dire 10 semaines, et d'autres, ça fait 4 ans. Et voilà, et on s'adapte du coup à leurs besoins au fur et à mesure. Bien sûr qu'on va essayer de tendre vers l'extérieur, c'est ce qu'on va faire un maximum, et jouer ensuite avec d'autres organismes, d'autres assos. Et puis parfois aussi se centrer un peu sur ce qui fait au niveau de la commune du patient en termes d'activité, comment dirais-je, d'association, en tout cas pour les patients qui commencent à prendre du plaisir en activité chez nous au bout de certaines années, voilà, leur dire qu'il existe des assos où on peut faire de la peinture, on peut faire de la gravure, on peut faire de la musique, et on essaye justement de les envoyer après sur ces assos-là, tout en gardant forcément une prise en charge médicalisée à côté, évidemment. Bien sûr, en fait, on parle beaucoup d'innovation, mais finalement, quand on y réfléchit bien, c'est pas si innovant que ça. Parce que c'est des choses qui existent déjà, et qui existent depuis quand même un certain temps, notamment toutes les associations, tout ce qui est proposé. Donc finalement, c'est pas si innovant que ça. C'est juste qu'on va se saisir, en fait, finalement, de tout ce qui se passe dans la ville. Et Bordeaux est une ville magnifique pour ça, puisqu'on a un pôle culturel qui est quand même assez énorme, un pôle associatif aussi assez énorme. Donc finalement, on n'est pas tant que ça dans l'innovation, on est plutôt à inclure, finalement, la société dans
dans sa globalité finalement au service du soin en fait. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour faire écho à la deuxième table ronde. Et je me retourne peut-être vers Virginie, mais vous pouvez aussi intervenir, Ronan. J'ai cru comprendre que vous aviez tous des petites particularités dans l'équipe soignante, des spécificités. Alors comment justement ça peut aussi, justement cette diversité aussi, lesquelles existent, et puis comment ça peut faire sens aussi dans l'accompagnement auprès du patient? Forcément, Ronan va intervenir sur son recrutement. Oui, je crois qu'avant tout, il cherchait à l'époque, parce que je n'y étais pas, des personnalités et des personnes ayant, comment dirais-je, une passion, je dirais presque ça. On a un infirmier, entre autres, donc oui, il est diplômé d'État, c'est chouette, mais à côté de ça, il est artiste plasticien dans sa vie, et c'est ce qu'il a pu mettre en œuvre auprès du patient. Et je crois qu'il fait jouer sa passion avant son métier, et c'est ce qui plaît énormément aux patients qu'on accueille. Voilà, il explique les choses, il y a beaucoup d'humour dans les activités, il y a beaucoup de disponibilité, et donc c'est vrai qu'on est une équipe pluridisciplinaire, hein, voilà, infirmiers, psychologues, 2 psychiatres, la secrétaire et moi-même, et une vingtaine d'intervenants, forcément, qui ont chacun leur spécificité. Et je crois que c'est important de préciser aussi qu'on a des psychiatres, dont Nicolas Dussert, que vous avez vu à l'écran, qui est du coup un pilier de cette structure, et qui, grâce à sa personnalité et à son humour, je pense que voilà, il est tellement accessible que ça crée un dynamisme, voilà, et une volonté de travailler ensemble, et vraiment pour le patient, et de manière vraiment personnalisée. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment notre point fort. Mais Ronan, tu peux expliquer? Oui, là je suis complètement d'accord, et je pense que c'est aussi d'un côté ce qui fait un peu la force d'une équipe finalement. Je trouvais très intéressant aussi justement qu'on parlait des étudiants et les étudiants en soins, que ce soit aides-soignants ou infirmiers. Je pense qu'au-delà finalement de valoriser des compétences professionnelles, là le but ça a été aussi de valoriser des compétences aussi personnelles, et qui peuvent être aussi mises en œuvre au service du soin. Et c'est ça que je trouve important. On a une infirmière aussi qui est cavalière et qui a mis ses compétences aussi au service de la structure en proposant de l'équithérapie. On a cet infirmier aussi qui est artiste plasticien. Moi, je suis musicien, je propose aussi des ateliers autour de la musique, etc. Tout en cherchant aussi à ne pas forcément, dans des ateliers, non plus donner trop de sens, en fait, aussi. Finalement, à un moment donné, on se dit, bah voilà, on fait un atelier pour partager aussi quelque chose au-delà, en dehors de la psychoéducation, qui leur est rabâché toutes les semaines, tous les jours, avec des consultations à n'en plus finir. Et ça, je pense que c'est ce qu'ils apprécient, parce que finalement, en valorisant nous nos compétences personnelles, eh ben, on a pu aussi valoriser les compétences personnelles de nos patients. Et donc, du coup, certains qui avaient un rythme quotidien qui était assez monotone, assez morose, entre café, clope et télé, se sont découverts aussi un intérêt pour la peinture, un intérêt pour la musique aussi, un intérêt pour la vie extérieure, et donc du coup ce qui les amène finalement à se dire bah ouais, il y a autre chose qui est possible que mon canapé en fait, et c'est ça qui est quand même assez excellent. Et je crois que c'est la notion de plaisir avant tout. Si le patient arrive à prendre du plaisir dans ce qu'il fait, déjà de venir jusqu'à nous, c'est déjà une réussite. Qu'il puisse se lever, s'habiller, prendre les transports, venir nous voir, c'est déjà 100%. Si en plus il prend du plaisir dans ce qu'il fait et qu'il est heureux de revenir, j'ai envie de dire, on aura tout gagné. Voilà. Merci. Joli lien. Il y a peut-être des questions en particulier? Non. La salle vous a écouté religieusement. Eh ben, je vais appeler le dernier intervenant, Emmanuel Emous, qui est là-bas. Alors, on a parlé de santé, on a parlé effectivement de cancérologie, on a parlé de santé mentale, et puis tout à l'heure, on a parlé aussi de toutes les fragilités liées à l'âge. Et on a beaucoup parlé, notamment Myrtille Dubois-Danguin, vous avez largement introduit cette notion, en tout cas les actions que vous menez auprès des bailleurs sociaux. Donc Emmanuel Emous, vous êtes responsable de l'innovation au sein du bailleur social Mésolia, qui est un acteur important en Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'il y a 20 000 logements sur le territoire, effectivement. Donc on a parlé de toutes les fragilités. Vous êtes, vous, au service des publics les plus fragiles, hein, et généralement, effectivement, la fragilité liée à l'âge, au handicap, à la maladie psychique,
elle est souvent liée avec une fragilité économique. Vous défendez l'idée que par le logement, en tout cas que le logement est un déterminant de la santé. Voilà. Justement, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ça et puis nous dire comment vous y répondez justement en tant que bailleur social? Oui, merci. Bonjour à tous. Bon, alors il me revient d'intervenir alors que tout le monde a certainement très faim à l'issue de cette longue et belle matinée. Effectivement, alors d'abord, je représente un bailleur social, Mesolia, donc 22 000 logements en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Que vient faire un bailleur social dans cette matinée? Je ne suis pas dans mon écosystème. J'ai pris la liste de tous les acronymes, de tous les sigles. Je vais potasser ça ce week-end pour bien réviser tout ça, pour bien comprendre tout ce qui s'est dit. Et puis quand même, finalement, je me suis aperçu que je faisais quand même partie de l'écosystème, le même que le vôtre, c'est-à-dire celui qui est centré sur les personnes, celui qui est centré sur la situation des personnes, sur leur parcours de vie. Et nous contribuons d'une façon ou d'une autre, effectivement, au parcours de vie. Alors, des personnes fragiles, oui, ou en situation de fragilité à un moment donné, pas toujours fragiles, heureusement pour tous. On est effectivement dans une logique qui est inscrite dans notre ADN et de plus en plus, Mesolia fait partie d'un groupe qui s'appelle Soikos au niveau local, adossé également à un groupe national qui est Arcade Vive, Vive étant un groupe mutualiste qui nous amène aussi vers ces questions de santé et la redéfinition finalement, alors pour être très schématique, d'un service qui était plutôt de gestion immobilière vers un service qui est l'habité, l'habitant, et le couple que doit former de manière indissociable le logement et le service qu'on y associe, et notamment la considération qu'on a pour ceux qui choisissent, ou qui parfois ont peu le choix, mais qui choisissent de vivre dans les logements qu'on leur propose. Donc nous avons, nous, des locataires, des habitants qui sont seniors, ou pas encore, mais qui le deviendront certainement, parce qu'on a de moins en moins la possibilité de faire le pas entre logement social et logement privé, de par notamment le prix. Enfin, ceux qui connaissent la métropole ou tout secteur un peu tendu voient la difficulté d'accéder au logement pour des personnes modestes. Donc nous avons ces ménages-là qui ont des parcours de vie, je le disais, qui sont soit marqués par la perte progressive d'une autonomie, on essaie de reculer cette perte d'autonomie, soit par des accidents de la vie, et parfois c'est le logement lui-même qui peut déterminer la difficulté, la perte d'autonomie. Je prends un exemple que tout le monde comprendra. Si nous avons des travaux d'ascenseur dans une tour de 10 étages et que pendant un mois on doit prendre l'escalier, eh bien, toutes les personnes qui ne peuvent pas prendre l'escalier se trouvent pénalisées. Donc soit on considère qu'il n'y a pas de problème tant qu'on ne nous le dit pas, soit nous prévenons en anticipant, en contactant les personnes un mois à l'avance pour leur proposer soit d'avoir des recours familiaux, amicaux, soit nous-mêmes de mettre en place des actions. C'est une petite évolution et nous sommes actuellement, nous, dans un projet d'entreprise qui s'appelle Évolution, justement, 2026, autour de la question du logement déterminant de santé. Alors pourquoi est-ce qu'on dit logement déterminant de santé? Parce que le logement, c'est l'endroit où on se construit, c'est l'intimité, c'est le rapport à soi, c'est aussi ce qui nous inscrit dans le rapport au monde social. C'est l'endroit qu'on aime faire visiter à ses amis, donc il faut en être fier. C'est un endroit qui renvoie à sa propre dignité, à sa propre intégrité, et on sait que de la même façon que la santé est sensible au paysage, elle est aussi fortement, ça a été dit tout à l'heure, sensible à l'estime qu'on a de soi et à l'image que renvoie son propre cadre de vie par rapport à soi-même. Nous pensons que le logement est un déterminant de santé parce qu'on est dans une approche de la santé au sens de l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire que ce n'est pas l'absence de maladie qui fait la santé, c'est tout ce qui permet le bien-être. Donc on parle, et ça a été dit tout à l'heure, d'insertion, on parle de sécurité, on parle de relation aussi à la réussite de ses propres enfants, de tout ce qui fait ces relations-là. Par contre, notre quotidien de santé, notre quotidien de santé, est aussi fait quand même de lutte contre des nuisibles, les punaises de lit, vous en avez peut-être entendu parler, ça compte dans la santé. Des syndromes de Diogène, ça a été évoqué ce matin, des difficultés parfois à nourrir sa famille, ça peut aussi arriver. Alors bien entendu, l'immense majorité des personnes qui vivent dans nos logements ne sont pas forcément inscrits dans ces difficultés-là, mais ça arrive aussi et nous avons à mettre en place les partenariats, les actions, et on y reviendra tout à l'heure sur les coopérations. Juste pour illustrer ce qu'est le logement déterminant de santé. S'il vous plaît. Peut-être trois entrées. La première, c'est la forme du logement. Le logement, effectivement, peut être bienveillant ou
semées d'embûches. Soit nous créons des boîtes un peu universelles où chacun doit s'adapter, soit on peut quand même regarder de plus en plus quels sont les usages. Sur la question du vieillissement notamment et de la perte d'autonomie, nous avons conscience que nous avons des retardateurs de perte d'autonomie à mettre en place. La douche plutôt que la baignoire, les barres d'appui, tout ce qui est chemin lumineux. Là, on est vraiment dans le design, on est dans l'ergothérapie et nous mettons en place effectivement des diagnostics dans nos logements au moment des grandes réhabilitations ou à la demande pour des seniors qui sollicitent la possibilité d'avoir des travaux d'adaptation que nous mettons en place. Donc la forme du logement, et on pourrait en rajouter, je parlais du paysage, de la nature, du rapport à la nature, de l'encouragement à avoir une pratique douce, mais néanmoins physique, quotidienne, tout ce qui fait qu'on va générer le désir, par exemple, de prendre un escalier quand on n'habite pas trop haut, plutôt que de prendre un ascenseur. On ne supprimera pas l'ascenseur, mais donner ce choix-là, on est toujours dans la question du choix. On parlait tout à l'heure de choses très concrètes, le sol glissant, le contraste de couleurs pour éviter la désorientation entre les étages ou les portes d'entrée pour quelqu'un qui est dans un trouble cognitif ou dans une perte de repères. L'éblouissement, la sensibilité à la lumière zénitale, toutes ces choses-là, finalement, qui sont dans le design du logement, peuvent conditionner, alors peut-être pas la santé dans l'absolu, mais en tout cas peuvent y contribuer. Nous avons aussi, ça c'est la dimension technique, nous avons aussi la dimension du service. Le service, c'est par exemple à Mesolia, la mise en place d'un numéro d'appel unique pour avoir du conseil psychologique, pour avoir de l'écoute, un lien avec quelqu'un. C'est un peu la suite de ce qu'on a mis en place dans le cadre des appels dits de bienveillance liés au Covid, au confinement. Nous avons listé notamment tous les seniors pour les contacter très régulièrement, pour voir s'ils souffraient d'isolement, pour voir s'il y avait des difficultés à se nourrir, à s'alimenter, enfin, à faire les courses, etc. Nous avons ensuite donné le choix aux seniors en leur disant « le Covid, c'est pas terminé, mais le confinement est terminé. Et donc, est-ce que vous souhaitez qu'on continue à vous appeler ?» Et là, nous avons une liste de 50 seniors qui a dit « oui, on veut absolument que vous nous appeliez parce que vous êtes en fait notre seule fenêtre ouverte sur l'extérieur. » Ce qui est, alors, ce n'est pas notre métier, nous ne sommes pas des appelants, nous ne sommes pas des écoutants, nous ne sommes pas, mais cela dit, nous avons maintenu ce lien-là qui nous permet maintenant d'orienter, d'analyser, d'orienter vers l'extérieur, d'orienter vers les uns et les autres ici présents ou d'autres acteurs, les CCAS notamment, qui viennent nous aider. Donc, forcément, nous sommes déterminants à cet endroit-là et dans tous les partenariats dont nous parlerons peut-être plus tard. Oui, voilà, justement, j'avais posé la question, effectivement, comment... Donc, on voit qu'il y a des réponses concrètes qui existent, des solutions innovantes, mais vous êtes en articulation, effectivement, très claire avec des besoins spécifiques dans un territoire. Comment vous articulez justement avec tous ces acteurs et est-ce que vous avez développé ou en tout cas vous envisagez de développer des initiatives particulières pour lever ces freins? Alors, comme je le disais, ce n'est pas notre métier, mais c'est notre intention, c'est notre attention, même vis-à-vis des locataires. Donc, vis-à-vis notamment des locataires qui ont des problématiques psychiques, on a mis en place un partenariat avec une association qui s'appelle Ari Azaïs, pour ceux qui connaissent, qui assure justement la mise en place de suivi. De la même façon, nous travaillons sur l'autoréhabilitation. Je vous parlais du syndrome de Diogène, il peut y avoir... même si on n'en arrive pas jusque-là, mais parfois des questions de gestion de son logement et de reprise de confiance en soi, de mise à jour un peu du logement. Donc on a également un partenariat qui nous permet de travailler sur l'auto-réhabilitation accompagnée. Alors on va dire que le locataire est acteur, en tout cas il adhère et il participe à ce projet-là. Avec les seniors sur l'action de l'autonomie, c'est avec Allogia que nous travaillons sur ces diagnostics qui nous permettent de faire réellement un tour, alors comme on dit à 360, qui va du technique à la mise en place d'un accès au droit et pourquoi pas même de tierces personnes, d'aidants qui seraient manquants. On a également à travailler sur l'adaptation de nos logements, je le disais, et à prendre en compte de plus en plus la modularité. Donc nous travaillons avec des architectes, des maîtres d'œuvre, à une réflexion sur le fait que le logement va être promis certainement à une évolution quand la décohabitation ne se fera pas, quand on va récupérer peut-être une personne âgée, quand soi-même on va vieillir dans son logement, qu'on aura besoin de quelqu'un pour aider. Et puis, pour terminer, peut-être trois exemples de partenariats importants pour nous qui trouvent leur origine dans un projet social porté par un partenaire.
c'est-à-dire des acteurs du territoire, j'utilise le mot territoire parce qu'on les connaît là, dans cette proximité-là, qui nous disent « nous avons besoin d'une structure qui n'existe pas, nous avons besoin de créer un établissement, de créer un local ou bien de créer des logements, notamment ce qu'on appelle l'habitat inclusif maintenant, mais du logement qui va s'adapter aux spécificités des personnes que nous accompagnons. » Donc 3 exemples très rapides. Sur le Petit Bruges, donc du côté de Cracovie, pour ceux qui connaissent, un nouveau quartier dans lequel nous allons accueillir en fait 8 logements pour des jeunes autistes. C'est un projet qui est mis en place avec une association de parents et avec Harry. Donc on est vraiment là dans la question des usages, dans la question de la réflexion sur ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce que la personne elle-même souhaite mettre en place. Ces jeunes-là, notamment, sont déjà dans des appartements thérapeutiques pour certains. Donc il y a un gros travail d'élaboration ensemble. Sur Mérignac-Ardios, avec le GIHP et l'APHJH, 12 appartements pour des personnes en handicap moteur et avec des locaux professionnels pour un service auxiliaire. Et puis sur Saint-Augustin à Bordeaux, 25 studios, un espace permettant l'accompagnement social. Là, ce sont des jeunes en précarité, en isolement social, avec un handicap psychique stabilisé. Et donc, avec les cités Caritas et une convention avec Charles Perrin, nous sommes en train de mettre en place ce projet-là. Donc, on est bien dans notre rôle dès lors que nous permettons une réponse, j'allais dire concrète, qui est ce logement et le projet social qui l'accueille, avec des acteurs du territoire et toute cette complémentarité que nous appelons, et si je dois lancer un appel en cette fin de matinée, c'est travaillons ensemble à des projets qui donnent tout ce sens-là, finalement, à notre mission aussi d'utilité sociale, comme elle vous permet d'avoir des outils pour exercer la vôtre. Merci beaucoup. La boucle est bouclée, je crois. Merci à vous, en tout cas, puisqu'effectivement, voilà, on est revenu sur cette table ronde, sur les 2 autres tables rondes, effectivement. Merci infiniment. Je vais laisser le mot de la fin à Serge Guérin. Je crois qu'en effet, on est un petit peu en retard, mais ça n'a aucune importance. Il y a un mot qui a été utilisé plusieurs fois, c'est plaisir. Et je crois qu'on avait du plaisir à se retrouver, qu'on avait du plaisir à vous entendre, qu'on avait du plaisir à échanger. C'est quand même déjà pas mal. Hein, ça fait partie quand même du jeu. On n'est pas forcé tout le temps de faire la gueule. On n'est pas forcé tout le temps de s'opposer. On peut aussi trouver comme ça plein de moments extrêmement riches. Je n'ai pas du tout résumé parce que c'est impossible. On a démarré sur la question des territoires. Hein, et on voulait que ce soit sur la question des territoires. On a vu par plein de manières qu'à chaque fois, c'était une histoire de territoire. Du début à la fin, et d'un ancrage territorial, d'un ancrage dans un lieu de vie, d'un ancrage avec des gens. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est, je crois, très très fort. Le deuxième élément, j'y pensais en vous écoutant, c'est cette notion de lien. Le lien fait société et la société fait lien. Et là, tout ce qu'on a vu, c'est ça. Le lien avec des personnes différentes, le lien avec des personnes en difficulté, le lien avec les enjeux professionnels. À chaque fois, on est aussi dans inventer, réinventer, faire vivre cette société du lien et se rappeler que sans lien, il n'y a pas de société. Et qu'on est donc dans ce moment-là très, très, très singulier. Donc coopération, lien, c'est pas mal. Des questions aussi cure et care quand même. Cure, ok, il faut intervenir à des moments donnés, on n'a pas le choix, il faut y aller. Mais que quand même, globalement, l'histoire, c'est un accompagnement par le care. Et là, on voit aussi combien c'est important de terminer sur... Évidemment, j'ai une autre casquette dans la vie qui est de présider l'Agence des médecines complémentaires. Et quand j'entends des éléments autour de la musicothérapie et tout ça, je trouve ça aussi très, très intéressant. Mon vieux camarade Georges Braque disait l'art commence dans une souffrance et se termine en lumière. Et donc, il y a quelque chose autour de ça, quoi. C'est-à-dire que ça peut démarrer difficilement, mais il se passe quelque chose. Et tous ces processus sont autour de ça. Et simplement, on l'a dit, que ce soit pour l'habitat, que ce soit des personnes en fragilité, que ce soit des personnes qui ont une fragilité psychique, que ce soit des personnes qui soient malades, tout ce qu'on voudra, à un moment donné, que ce soit les gens qui travaillent autour et avec, qui peuvent d'ailleurs, dans certains cas, se retrouver de l'autre côté, les gens qui sont aidants et tout ça, il y a évidemment de la difficulté. C'est pas drôle tous les jours, mais il y a aussi du sens, il y a aussi quelque chose à trouver. Et je trouvais que toute cette matinée, c'était finalement, on a 2 possibilités. Elle est simple, la vie. C'est pas vrai, elle est pas simple du tout, elle est complexe. Et comme disait Arnaud, la vie n'a pas toujours raison. Arnaud, c'est le chanteur qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et du coup, j'entendais une de ses interviews, il disait la vie, c'est pas toujours génial, et parfois elle se trompe. C'est joli quand même. Oui, parfois la vie se trompe et c'est dommage. Et voilà. Mais en même temps, on peut être aussi dans quelque chose de se dire on est des victimes, ça va pas, c'est difficile, c'est insupportable, on est les pires des pires et tout ça. Ou bien se dire il y a plein de choses aussi qui sont possibles.
Alors, parfois, c'est des toutes petites choses, parfois, c'est des choses plus importantes, mais rien que de se dire, on peut faire quelque chose, rien que cette matinée, finalement, c'est peut-être le meilleur des médicaments. Se dire, mais on peut faire des choses, on peut avancer ensemble, on peut échanger, on peut être différent. On a le droit aussi de ne pas être d'accord, ainsi de suite. Je rappelle toujours, la démocratie, c'est l'art pacifique du dissensus. Tout le monde n'est pas forcé d'être d'accord avec tout le monde. C'est pas grave, dès lors qu'on ne se tape pas dessus, tout va bien. On peut aussi avancer, on peut progresser, on peut peut-être s'ouvrir l'esprit, tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, et maintenant je vais les voir comme ça, ou je vais réfléchir, je vais mettre à la place d'eux, et ainsi de suite. Et je trouvais que toute cette matinée, c'était ça aussi. Et ça se fait là encore en lien les uns avec les autres, en confiance les uns avec les autres, en apprenant à se connaître les uns avec les autres, et encore une fois, sur un territoire donné, même si on utilise à certains moments des technologies qui nous permettent d'aller plus loin. N'empêche que ça se fait à l'endroit où les gens, comme dirait l'autre, ici et maintenant, quoi. Ça se fait à un endroit où on est ancré. Encore une fois, la question de l'ancrage, je crois qu'elle est hyper importante. Voilà, je m'arrête là-dessus. Encore une fois, le plaisir. On s'applaudit tous. Je vous propose qu'on s'applaudisse tous, vous et nous, parce que ça fait partie du jeu. Alors, il n'est pas de bonne rencontre, surtout en France, et encore plus peut-être à Bordeaux, sans des moments un peu festifs et sans de la bonne bouffe. Et donc, on va passer à ça aussi, parce que c'est aussi important, et c'est une autre manière aussi d'échanger. À bientôt, on se retrouve déjà le 12 pour le plateau, si vous voulez, et puis à d'autres moments. On voulait juste évoquer aussi le congrès qui aura lieu le 8 et 9 juin à Poitiers, si j'ai bien une bonne mémoire, organisé par Ressentez-vous et Longevity. Si vous voulez y aller, donc je comprends que c'est accès libre. Voilà.